Venez. Voilà mon portrait, par la Régna, c'est celui-là. Je devais avoir dans les 35 ans. Il m'avait fait poser, il m'a dit, ne vous occupez pas, ne restez pas immobile, parlez, bougez, je veux saisir vos expressions. Voilà ce que ça avait donné. Coquelot disait très justement que tous les peintres, que chaque peintre ne faisait jamais que leur propre portrait. Et je crois que c'est vrai. José de la Peña, qui était espagnol et grand d'Espagne, m'a fait espagnol. Et j'ai un autre portrait fait par un Hongrois, un peintre hongrois, connu, qui s'appelle Nandova Villman, qui était hongrois. Il m'a fait hongrois. Et c'est ce peintre hongrois qui a fait le portrait de ma mère. C'est ici. Le portrait de ma mère est là. Je ne sais pas s'il a fait hongroise. D'ailleurs, je ne trouve pas que ce soit ressemblant. Il n'y a que son allure, son port. À part ça, elle n'est pas flattée. Elle était beaucoup mieux que ça. Mais j'ai toujours le tort de dire aux artistes, surtout, ne cherchez pas à me faire flatter. Je ne suis pas une vieille cocotte qui veut être jolie. Faites-moi comme vous voyez. Mais j'ai tort de dire ça, parce qu'une fois, je me rappelle, il y avait un Russe qui était venu, c'était ici, dans cette pièce, qui était certainement là, un grand salon. J'étais ici, assis. Et il avait fait mon portrait, en rien de temps, c'était une espèce de virtuose, en rien de temps. Et je lui avais dit, écoutez, faites-moi comme vous me voyez, ça mais si je suis affreux, ça n'a pas d'importance. Et maman était derrière le peintre. Et je voyais sur le visage de maman que certainement, pour elle, j'étais la 8e merveille du monde, certainement que je ne devais pas être selon ses voeux. Et quand je me suis vu, je me suis trouvé très vieilli et très changé. Je n'ai rien dit naturellement, j'ai dit c'est un portrait très intéressant, mais je l'ai mis dans ma chambre pour que personne ne le voie, comme moi-même. Et il est arrivé cette chose extraordinaire qu'avec les années, je me suis mis à ressembler au portrait. C'était un peu comme le portrait d'Oriane Gray et d'Oscar Wilde. Je m'étais ressemblé au portrait, et maintenant je serais bien content de ressembler au portrait, parce que j'ai l'air encore plus vieux que le portrait. Je lis l'article, mais je dis l'article, le texte, du moins le titre, il est dans l'article, le voici. Ah, mais c'est parfait, vous dites c'est magnifique. Je dis, c'est vous-même qui l'avez trouvé, mais vous n'avez pas mis à l'exergue comme il aurait fallu. Voilà. Voilà. Oui, alors, c'est que, justement, cela me fait penser à ce prix de 3 couronnes. Ce prix littéraire de 3 couronnes, qui est au fond le prix littéraire le plus important de la côte basque. Oui, vous savez qu'il y a plus de 35 ans qu'il existe. Oui, 35 ans qu'il existe. On avait dit que c'était vous qui l'avez créé, c'est pas vous. Justement, vous êtes défendu. Vous y avez fortement contribué, collaboré. Je suis le secrétaire général depuis le début. Mais vous êtes secrétaire général, oui. Et ça s'est passé chez vous, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Votre mère vivait, je crois. Maman vivait, bien sûr. C'est ça, c'est ça. Quand on dit savoir un poème par cœur, c'est très beau. C'est une belle expression. C'est ça, c'est une très belle expression, mais on n'y fait pas attention. Et c'est regrettable, qu'en pensez-vous, qu'on n'apprend pas aux enfants des poèmes. Non, on n'apprend plus de poèmes, on n'apprend plus rien, on n'apprend même plus la table de multiplication. Ah oui, c'est vrai. Et ni les départements non plus, c'était très utile, les départements, n'est-ce pas? Ça permettait de situer les villes, n'est-ce pas? Oui, on n'apprend plus, oui. Non, on n'apprend plus rien. Non, on ne compte plus sur la mémoire. Oui, justement, c'est la mémoire, mais ce qu'on disait très souvent, à cette époque-là, que beaucoup de poèmes que nous apprenions, nous ne les comprenions pas. Attention, mais ce qu'il y a, les années passent, les poèmes sont inscrits dans votre esprit. Alors, comprenez plus tard.
et on les comprend plus tard, et on est tout heureux de les savoir par bien cœur. sûr, bien sûr. Hein? À Et ça vous accompagne toute votre vie, non? À condition qu'on ne les ait pas oubliés. Hein? À condition qu'on ne les ait pas oubliés. Bien Le que- premier poème que ma mère m'a fait apprendre par cœur, ça avait été L'ange gardien de Madame Amabatastu. C'est très connu dans toute l'anthologie. Ah oui, enfin, veillez sur moi. Et de peur que je tombe en route, bon ange, donne-moi la main. Ah oui. Et alors, le second poème qu'elle m'avait fait apprendre par cœur, c'était Le petit Andou de Francis Jam. Ah oui. Et elle m'avait montré dans les annales une photographie des Jam. Tu vois, ce monsieur avec cette barre, il va venir à Sparin très vite. Ah oui. Et je dis, oh, il ne ressemble pas à tout le monde, je lui avais dit. Et je ne me doutais pas que un an plus tard, n'est-ce pas, il viendrait à la maison. Et qu'il allait jouer un grand rôle dans votre Ah vie. oui, ça je ne m'en doutais pas. Voilà. Et c'est sur ces platanes que Jam recevait tous ses amis, tous ses invités. Beaucoup plus de plantes sauvages, il y avait un palmier, il est là, mais enfin dans quel état? Et il y avait beaucoup de bambous, des haies de bambous. Mon Jam recevait ses amis qui venaient le voir l'après-midi, il était là, sous ces platanes. Et nous, les enfants, nous étions là, nous écoutions d'une oreille. Et nous regardions d'un œil qui n'était pas toujours indulgent. Le mien était indulgent, mais ces enfants avaient une liberté de parole incroyable. Ils étaient insupportables. Ils disaient, oh mon Dieu, qu'est-ce qui peut être casse-pied le vieux? Moi, je l'écoutais bouche bée. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il m'aimait, parce que ces enfants ne l'écoutaient pas. Moi, je l'écoutais ébloui. C'était une petite oreille. Et à cette table, j'étais avec tous les enfants, quand Jam a reçu la visite de Maurice Ravel, amené par ton grand-père, Herman Bonnat. Et alors, nous écoutons d'une oreille, nous entendons que Jam parlait tout le temps, tout. Et quand ils sont partis, j'ai demandé à Jam, alors maître, comment avez-vous trouvé Maurice Ravel? Il m'a répondu, Ravel est un basque. Il parle très peu, il écoute très bien. Et je me dis moi-même que quand il était là, on ne pouvait faire autrement que de l'écouter. Et on ne pouvait pas parler parce que c'était lui qui parlait tout le temps. Mais vraiment, je me souviens, nous regardons de temps en temps, et j'avais vu en Maurice Ravel un homme qui avait l'air d'un monsieur de cristal. Il était très frêle, tout habillé de gris, des cheveux gris. C'était vraiment un homme extrêmement fin et discret, très discret. On entendait à peine sa voix, il est vrai que nous étions trop loin pour l'entendre. Tandis qu'on entendait les éclats de voix de Jam. Il avait une voix extrêmement claironnante et nasillarde. Madame de Noailles l'appelait, gentiment d'ailleurs, Monsieur Canard. Il n'a jamais pardonné à Madame de Noailles d'avoir prononcé un mot féroce, qui avait fait école d'ailleurs. Quand il s'était converti, qu'il s'était mis à écrire des poèmes dévots, des poèmes pieux après sa conversion, Madame de Noailles avait ce mot cruel. J'aimais bien sa rosée, j'aimais moins son eau bénite. Dans son premier recueil de poèmes, celui qui a apparu à grand fracas aux éditions du Mercure de France, et qui avait fait un peu scandale à cause de la liberté de la prosodie de Jam, il y a un poème qui est ravissant et qui a un ton extrêmement moderne, on dirait presque du Prévert. C'est un poème d'amour. Je vais essayer de le dire avec parfois de temps en temps les intonations de Jam lui-même. Écoute dans le jardin, qui sont le cerfeuil, chanter sur le pêcher, le bouvreuil. Son chant est comme de l'eau claire, où se mire en tremblant l'air.
Ah, si j'étais riche, c'est là que je vivrais, avec un Maria. Je l'appelle Maria et c'est bête, mais non, ce n'est pas bête, je suis prête. On ne peut pas avoir tout et le cœur. De là, j'en conclus qu'à Maria même, elle m'aime que pour moi. Elle est vraiment très bien, Maria, et presque aussi intelligente que moi. Peut-être que si Rothschild lui disait « Viens-t'en », elle lui répondrait « Non, tu n'auras pas ma petite robe parce que j'en aime, non. » Et si Rothschild lui demandait quel est le nom de ce poète, elle lui répondrait « C'est Francis Jam. » Mais ce qu'il y aurait de triste en tout cela, c'est que Rothschild ne saurait pas qui est ce poète-là. Vous m'avez dit un jour... Il y a plusieurs Oui, oui. Vous m'avez dit un jour, avec toujours humilité, « Oh, ce Apollinaire Lagasse que je suis en train d'écrire et de faire, Rostand est dépassé à l'heure actuelle. » Non, mais c'est vrai. Figurez-vous que justement, depuis que vous m'avez dit ça, j'ai vu que dans les Chantecler, on peut, même dans les groupes amateurs et professionnels, très difficile à monter. Très difficile à monter, c'est pas sa meilleure. Oh non, c'est même la plus mauvaise. La plus mauvaise, oui. Justement, Pierre, vous avez, je crois, en train, si ce n'est pas fini, les Folies d'Arlaga, je crois. Oui, mais il faudra que l'on donne un sous-titre. Un sous-titre, oui. C'est que dans ce livre, vous évoquez... l'histoire de la villa. Le sous-titre dirait l'expression, la saga d'une famille extraordinaire. La saga d'une famille extraordinaire. Oui, il paraît que c'était extraordinaire. Extraordinaire. Il y avait Edmond Rostand, il y avait sa femme, Maurice et Jean. Et Jean, oui, Jean Rostand, oui. Et puis surtout, ce qui a beaucoup démonté Rostand, ce qui lui a nui beaucoup, c'est qu'il était très peu de choses. Il n'était pas fort de santé, non? Ah, très peu de santé, c'est très fragile. Alors, aucune confiance en lui, n'est-ce pas? Aucune confiance en lui. Et une versatilité incroyable, des sortes d'humains. Et puis, une petite nature, il s'évanouissait, quand on lui avait servi une pipère à l'Espelette, avec des pigments rouges, naturellement, il s'est évanoui, il tombait dans les pommes. C'est très faible, oui. Oui, ça quand même, hein. Il ne fallait pas beaucoup d'émotion. Non. Alors, quand on imagine qu'il a écrit Cyrano de Bergerac... Oui, là aussi. Au départ, il voulait en faire une pièce molièresque, comique. Personnage d'un tartarin, bretteur et insolent. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, mais c'est sa femme qui lui a dit, il faut une histoire d'amour. Une histoire d'amour, et elle a fait basculer le projet sur le drame d'amour, et c'est ça qui a beaucoup de succès. Oui, il y a la fameuse scène du balcon. Oui. Alors on prétendait couramment, encore on le dit, n'est-ce pas, même Anatole France le dit, n'est-ce pas, que c'est elle qui a écrit la scène du balcon. Et elle s'en est toujours défendue, énergiquement. Elle disait, non, voyons, écoutez, il peut m'arriver d'écrire des choses agréables, gentilles, mais c'est tout petit. Il y avait chez Edmond des éléments de grandeur, mais qu'il fallait réveiller, ranimer, rassembler harmonieusement. Je ne revendique qu'un honneur, c'est de lui donner confiance, quelquefois. Hélas, seulement quelquefois.
Autrefois, il y avait une pendule qui marquait midi à 14 heures, pour montrer que c'était une heure farfelue comme celle des poètes. Avec des choses, ce jardin? Bien. Durant l'été de 1912, Jean Cocteau, qui avait fait la connaissance de Maurice Rostand au moment de la création de Chantecler, et qu'il avait surtout beaucoup fréquenté durant tout l'hiver de 1911, va passer l'été à Cambon. Cocteau avait amené ce soir-là une troupe de jeunes gens de Cambon qu'il avait rencontrés dans les bistrots de la ville. Et voilà comment ça s'était passé. C'était la nuit, c'était un beau clair de lune. Et ces jeunes gens, vêtus seulement de clair de lune, se prêtaient à toutes sortes de jeux lascifs, cependant que les deux poètes déclamaient des chansons de Bilitis de Pierre Louis. Tout ça, évidemment, était très cérébral, très littéraire. Au fond, ça n'allait pas très loin. Il faut dire que cela se passait en été, et que c'était beaucoup plus feuillu, et que vraiment, de dehors, on ne pouvait rien voir. Même s'il était arrivé à Jean Rostand l'idée de se mettre à sa fenêtre, il n'aurait donc rien vu, ni rien entendu, parce qu'enfin, il ne hurlait tout de même pas. Et puis, comme son frère et sa mère avaient l'habitude de se promener dans le jardin en disant des vers, s'il avait entendu des éclats de voix, il aurait pensé que Cocteau et Maurice disaient des vers, ce qui était le vers ailleurs. Mais ils ne faisaient pas que ça. J'étais un tout petit bambin quand la première chose que je demandais en arrivant à Biarritz, avant même d'aller faire trompette dans ces belles vagues bleues, il fallait aller prendre une glace à la pistache chez Dodin. Cette vue évoque pour moi tous les souvenirs de mon enfance et de mon adolescence. Et c'est un souvenir d'adolescence que je vais évoquer à présent. Pas très loin d'ici, il y a un magasin, un très beau magasin, qui s'appelle les Galeries Lafayette, et qui, à cette époque-là, s'appelait Biarritz Bonheur, qui est peut-être le plus beau nom qu'il soit pour un magasin. Et je vais vous dire pourquoi nous étions venus là. Un matin, que j'étais à Yersia, dans la maison de France Générale, nous ouvrons le journal, le Sud-Ouest, et nous voyons une nouvelle qui nous frappe. Madame Colette, la célèbre romancière, viendra vendre ses produits de beauté faits avec des herbes de son jardin à Biarritz Bonheur. Nous n'avions pas tout à fait 15 ans, ni lui ni moi. Et dès que nous sommes arrivés, nous avons vu une femme épanouie. Elle avait l'air d'une pomone, épanouie, n'est-ce pas, une gorge opulente. Elle avait les pieds nus dans des sandales. Et elle avait un bagou, un baratin extraordinaire. Elle faisait la réclame, n'est-ce pas, comme vraiment, comme un marchand dans une foire. Et alors nous nous présentons à elle. Oh, mes enfants, que je suis content de vous voir. Elle nous embrasse. Et alors, elle peut les attendre les gens. Voyez, je laisse avec moi. Venez, je laisse avec moi. Regardez mes produits. Et alors, elle s'était amusée à nous peinturer, à nous mettre un peu de rose sur les pommettes. Et nous étions tellement jeunes que ce n'était même pas équivoque. Et je lui ai demandé, madame, avec l'assurance de la jeunesse, n'est-ce pas,
Et l'impolitesse de la jeunesse, madame, pourquoi faites-vous ce métier, vous qui êtes un si grand écrivain? Pourquoi ne vous contentez-vous pas d'écrire vos livres, vos beaux livres? D'ailleurs, je portais un livre que vous allez me dédicacer. Elle me dit, mon petit, c'est que j'ai besoin de fric, je voudrais m'acheter une caravane. Et ce n'est pas avec mes livres que je peux me payer une caravane. Alors, je fais ces produits de beauté que je vends. Parce que vous comprenez, c'est beaucoup plus vite fait que d'écrire. Je ne suis pas un auteur facile. J'aime beaucoup écrire, mais j'écris très très difficilement. Je passe quelquefois un jour entier à essayer un mot. Alors vous comprenez, dans ces conditions-là, il vaut mieux, n'est-ce pas, que pour la matérielle, je fasse des produits de beauté. Voilà. Nous étions arrivés au terme de notre balade, et je me souviens que j'avais demandé à Pierre « Qu'est-ce que tu aimerais qu'on pense, qu'on dise de toi plus tard ?» Et il m'avait fait cette confidence. Je voudrais simplement qu'on dise « Il aima beaucoup la poésie, et la poésie fut l'enchantement de ses jours. Il aima également les arts, mais surtout la poésie. » Pierre n'était pas uniquement un merveilleux conteur, un homme de mémoire. Il écrivit de nombreux ouvrages, notamment des recueils de poèmes. Et quelques jours avant sa disparition, il dicta à une amie proche un ultime poème, que voici. Sagesse. Couronnée de cendres et de roses, la vie passe quand même. Et ceux qui nous aiment ne peuvent nous garder dans leurs bras éperdus, même une seconde de plus. Nous ne sommes ici que le temps d'un adieu. Bientôt, nous fermerons les yeux. Ah, ne te plains jamais, pauvre cœur, pleure ou ris, papillon cinglé par la pluie, ou bien fol oiseau dans l'aube exultant. Et toujours pour si peu de temps.